Le pétrole vénézuélien ne se comporte pas comme le pétrole léger que beaucoup de gens imaginent quand ils pensent à l'énergie. Dans certaines parties de la ceinture de l'Orénoque, il ressemble davantage à une masse sombre, lourde et extrêmement visqueuse, piégée sous l'une des plus grandes réserves énergétiques de la planète. Mais la taille de la réserve ne résout pas le problème technique. Avoir du pétrole ne signifie pas pouvoir l'utiliser. Transformer ces réserves en carburant, en exportation et en influence mondiale. Cela exigerait de reconstruire un immense réseau de puits, de stations de pompage, de terminaux maritimes, d'oléoducs, d'unités de raffinage et d'infrastructures industrielles réparties sur des milliers de kilomètres. Et c'est précisément là qu'une nouvelle discussion géopolitique commence. Au milieu de la concurrence mondiale pour l'énergie et pour les raffineries adaptées au pétrole lourd, les États-Unis recommencent à porter leur attention sur le Venezuela, comme une pièce stratégique potentielle de leur système énergétique. Mais jusqu'à quel point cela est-il vraiment viable? Restez avec nous dans les minutes qui viennent et comprenez ce qui est concret et ce qui semble encore lointain dans le débat sur la réactivation à grande échelle du pétrole vénézuélien. Pour comprendre la dimension de ce sujet, il faut d'abord localiser où se trouve ce pétrole. La majeure partie des réserves vénézuéliennes se concentre dans la ceinture pétrolière de l'Orénoque, une zone régionale située au nord du fleuve Orénoque, dans la région centre-est du Venezuela. Nous parlons de l'une des plus grandes réserves prouvées de pétrole de la planète, estimée à environ 303 milliards de barils, selon l'Administration américaine d'information sur l'énergie, connue sous le sigle EIA. Mais la taille de la réserve ne raconte qu'une petite partie de cette histoire. Une grande partie de ce pétrole est classée comme pétrole lourd, ou extra lourd. Un type de pétrole beaucoup plus difficile à extraire, à transporter et à traiter que le pétrole léger produit dans d'autres régions du monde. Cela change complètement l'infrastructure nécessaire. En plus des champs de production, entrent en jeu des unités de valorisation du pétrole, des systèmes de dilution, des oléoducs spécialisés, des terminaux maritimes, des raffineries complexes et un vaste réseau logistique, reliant le Venezuela au complexe de raffinage de la côte américaine du golfe du Mexique. Cette différence entre les réserves et le volume produit aide à expliquer une question centrale. Si les réserves vénézuéliennes sont si importantes, pourquoi la production du pays a-t-elle chuté au cours des dernières années? Pendant des décennies, le Venezuela a été l'une des plus grandes puissances pétrolières de la planète. Au début des années 2000, le pays produisait plus de 3 millions de barils de pétrole par jour. Et il entretenait une relation énergétique extrêmement importante avec le marché nord-américain. Une grande partie de ce pétrole était directement envoyée vers les raffineries de la côte du golfe des États-Unis, spécialement préparées pour traiter un pétrole dense, acide et de grande complexité. Exactement le profil observé au Venezuela. Mais le scénario a profondément changé, la production s'est effondrée. Selon l'EIA, le pays est passé d'environ 3,2 millions de barils par jour en 2000 à moins. De 800 000 barils par jour en 2023. Cela a créé une situation paradoxale. Malgré d'immenses réserves, le Venezuela fonctionne désormais bien en dessous de sa capacité historique. Dernièrement, le sujet est redevenu central dans les discussions internationales pour une raison majeure. Les États-Unis possèdent des raffineries hautement adaptées au traitement du pétrole lourd. En même temps, une partie du pétrole léger produit à partir de formations de schiste aux États-Unis. Ce pétrole léger ne remplace pas parfaitement ce profil industriel. Autrement dit, il existe une compatibilité technique importante entre le pétrole vénézuélien et certaines installations de traitement américaines. De plus, des licences spécifiques accordées à des entreprises comme Chevron, ajoutées aux discussions sur un allègement partiel des restrictions dans le secteur énergétique, ont remis l'infrastructure pétrolière vénézuélienne sur le radar international. Mais transformer cette compatibilité en réalité demande bien plus que des accords politiques. Il faut pratiquement reconstruire tout le système énergétique. Et c'est précisément là que le sujet cesse d'être uniquement géopolitique pour devenir un grand défi d'ingénierie, d'infrastructure et de logistique industrielle. Avant toute chose, il est important de distinguer la réalité de l'exagération. Aujourd'hui, il n'existe pas de méga-plan pleinement opérationnel pour que Washington prenne ou contrôle le pétrole vénézuélien à grande échelle. Ce qui existe, ce sont des mouvements réels d'assouplissement partiel des sanctions,
une reprise limitée des opérations par des entreprises comme Chevron et des discussions sur une possible augmentation progressive de la production vénézuélienne. L'obstacle principal ne vient pas seulement de la politique, mais de l'infrastructure. Cela se produit parce que le pétrole du pays sud-américain dépend d'un réseau physique extrêmement complexe. La ceinture de l'Orénoque concentre du pétrole lourd et extra-lourd, beaucoup plus visqueux que le pétrole conventionnel produit dans des régions comme le Moyen-Orient. En pratique, ce pétrole ne s'écoule pas facilement. Dans de nombreux cas, il doit passer par des traitements industriels très lourds, avant même d'être transporté par oléoduc. C'est là qu'entrent en jeu les unités d'amélioration, connues dans le secteur sous le nom d'upgrade. Ces structures fonctionnent comme de grandes usines industrielles destinées à transformer partiellement le pétrole à haute viscosité en un produit plus léger et transportable. C'est un processus qui implique chauffage, séparation, mélange et des traitements industriels sophistiqués. Sans cela, une fraction significative du pétrole vénézuélien ne peut tout simplement pas circuler efficacement à travers l'infrastructure conventionnelle. Cela crée un autre défi logistique. Le Venezuela ne dépend pas uniquement du pétrole. À de nombreux moments, elle dépend aussi de l'accès à des diluants, des composants chimiques et des systèmes industriels complémentaires pour rendre cette production opérationnellement viable. Ensuite vient l'infrastructure d'écoulement. Des oléoducs anciens, des systèmes de pompage dégradés, la corrosion, les fuites et un faible entretien sont devenus des problèmes récurrents ces dernières années. Remettre ce système en état exige bien plus que de simples réparations ponctuelles. Dans de nombreux cas, il serait nécessaire de reconstruire des sections entières de l'infrastructure industrielle énergétique, y compris les stations de pompage et de pressurisation, les capteurs industriels, les centres de contrôle, les réservoirs de stockage, les systèmes de sécurité opérationnelle et les structures de maintenance continuent. Mais les défis ne s'arrêtent pas à terre. Une grande partie des exportations vénézuéliennes dépend de terminaux maritimes dans les Caraïbes, y compris des structures de stockage, des quais industriels et des équipements de chargement pour de grands pétroliers. Ce point ouvre un autre chapitre essentiel, la logistique maritime. Les navires de type VLCC, sigle anglais pour Very Large Crude Carrier ou Grand Pétrolier transportant du pétrole brut, exigent une infrastructure portuaire robuste, un dragage adéquat et des opérations hautement spécialisées. Parfois, les limitations de tirant d'eau et la structure opérationnelle incluent les opérations de transit et de transport maritime, ce qui complexifie et augmente les coûts. En même temps, un autre goulot d'étranglement apparaît loin du Venezuela, les raffineries. Beaucoup de ces unités industrielles américaines sur la côte du Golfe ont été adaptées pendant des décennies pour traiter le pétrole lourd provenant du Venezuela, du Mexique et du Canada. Cela inclut des unités sophistiquées de coquéfaction, de craquage et de désulfuration. De nombreuses raffineries ont été conçues pour traiter des pétroles difficiles à transporter et transformer. C'est l'une des raisons pour lesquelles le brut de l'Orénoque reste pertinent pour certains segments industriels des États-Unis. Mais il y a un facteur souvent ignoré. Toute cette infrastructure énergétique dépend d'une électricité stable, d'une maintenance constante et d'une sécurité opérationnelle. Au cours des dernières années, le Venezuela a connu de graves coupures de courant, des arrêts industriels et une perte de capacité énergétique. En d'autres termes, relancer la production ne signifie pas seulement rouvrir des puits, cela veut dire reconstruire tout un système intégré d'ingénierie lourde. On trouve des comparaisons intéressantes ailleurs dans le monde. Des projets de relance pétrolière dans des pays comme l'Irak et la Libye ont également nécessité des années de reconstruction des infrastructures énergétiques après des périodes d'instabilité sévère. Même dans des scénarios avec de forts investissements internationaux, augmenter la production à grande échelle prend généralement des années, pas des mois. Au final, le pétrole vénézuélien reste un atout d'une importance stratégique énorme. Mais transformer des réserves souterraines en une véritable influence énergétique exigerait l'une des plus grandes opérations de reconstruction industrielle du secteur pétrolier moderne. Lorsqu'il s'agit du pétrole du pays sud-américain, les chiffres nous aident à comprendre pourquoi ce sujet suscite autant d'attention mondiale. Les réserves prouvées du Venezuela s'élèvent à environ 303,8 milliards de barils. C'est la plus grande du monde, un peu plus de 6 milliards de plus que les réserves de l'Arabie Saoudite. Pour visualiser cette échelle, cela représente environ 17% des réserves prouvées de pétrole de la planète. Mais la production raconte une autre histoire.
Au début des années 2000, le pays produisait plus de 3 millions de barils par jour. En 2023, ce chiffre est tombé à moins de 800 000 barils par jour, soit environ 5,3 fois moins que le Brésil, qui possède des réserves prouvées 11 fois inférieures à celles du Venezuela. C'est comme si l'une des plus grandes structures énergétiques de la planète fonctionnait avec seulement une fraction de sa propre capacité. La récupération de ce système exigerait des investissements de grande envergure. Les estimations liées à la reconstruction du secteur pétrolier vénézuélien apparaissent souvent dans l'ordre de dizaines de milliards de dollars. Au taux de change du dollar américain au moment de la réalisation de cette vidéo, 30 milliards de dollars équivaudraient à environ 151,4 milliards de réais. Avec cette somme, il serait possible d'acheter presque 4000 exemplaires de la voiture la plus chère immatriculée au Brésil, la Ferrari. Cela serait également suffisant pour construire plus de 150 km de métro souterrain, en tenant compte des méga-projets urbains, à un coût avoisinant 1 milliard de réais par kilomètre. Une autre comparaison clé porte sur l'échelle industrielle. De nombreuses raffineries de la côte du Golfe des États-Unis ont été spécialement adaptées pour le pétrole lourd, une infrastructure bien différente de celle des unités conventionnelles conçues pour le pétrole léger. Ainsi, il ne s'agit pas seulement d'extraire du pétrole. Il s'agit de faire fonctionner une vaste chaîne d'ingénierie industrielle, de logistique, de transport maritime et de traitement énergétique à l'échelle mondiale. Si une partie de cette infrastructure énergétique vénézuélienne recommence à fonctionner à une échelle plus élevée dans les prochaines années, les impacts pourraient être significatifs tant pour le Venezuela que pour le système énergétique international. Pour Washington, cela pourrait signifier un meilleur accès au pétrole à haute viscosité, compatible avec les raffineries complexes de la côte du Golfe, réduisant ainsi une partie de la dépendance à l'égard d'autres sources internationales ayant le même profil de pétrole. Pour le Venezuela, une éventuelle reprise de la production pourrait augmenter les exportations, générer des entrées de devises et stimuler les investissements dans l'infrastructure industrielle et énergétique. Mais il y a un point central. Rien de tout cela n'indique une transformation rapide. Des rapports de Reuters et de l'EIA, ainsi que des analyses du secteur énergétique, indiquent que toute reprise durable dépendrait de plusieurs années d'investissement, de stabilité réglementaire, de redressement opérationnel et de reconstruction physique des infrastructures. De cette façon, le pétrole vénézuélien possède encore un énorme potentiel stratégique. Mais transformer ce potentiel en production réelle exige de reconstruire une chaîne énergétique sophistiquée, et cela est loin d'être un processus simple. La question principale n'est peut-être pas seulement qui contrôle le pétrole de la ceinture de l'Orénoque. La question la plus difficile est qui aurait le capital, la technologie et la stabilité institutionnelle pour reconstruire l'infrastructure nécessaire afin de le faire couler à nouveau à l'échelle mondiale. Des réserves souterraines seules ne font pas avancer les navires, les raffineries ou les économies. Le pouvoir énergétique moderne dépend de quelque chose de bien plus grand. Des puits, des oléoducs, des terminaux, des raffineries, des ports, de l'électricité, de la distribution et de l'ingénierie lourde fonctionnant en même temps. Et c'est peut-être justement là que se trouve le véritable nouvel empire du XXIe siècle. Merci d'avoir suivi la vidéo. Que pensez-vous des réserves de pétrole du Venezuela ? Les États-Unis auraient-ils la capacité et l'influence nécessaires pour vraiment faire en sorte que tout cela fonctionne du mieux possible ? Laissez votre avis dans les commentaires. Je vais m'arrêter ici. Je vous embrasse, à la prochaine vidéo.